C'est pas le bon truc. Est-ce que c'est bon maintenant là? Oui, au moins je vois mon nom qui s'allume. Ça m'a changé de source en fait. Et c'est passé sur un micro qui doit être enterré je sais pas où. Et la sortie là-dessus. Là, normalement, on est bon. Pam. Bon, on va y arriver. Check et check. J'espère que vous avez tout. On va pouvoir attaquer. Dites-moi où est-ce qu'on s'était arrêté, parce que je m'y perds à chaque fois entre les groupes. Je dois avoir C'était la question C. question C sur le chariot là? Question C. Est-ce que c'est ça qu'on a fait ensemble ou est-ce que c'est l'autre? Est-ce que ça vous parle les dessins là qu'il y a? Les dessins, non, je crois pas. Non, ça doit être avec Léa. Non, mais en plus ça va plus loin là. Hop, donc ça doit être plutôt celui-là. Voilà, ça doit être ce truc-là que vous avez fait, enfin qu'on a vu ensemble la Oui, dernière c'est fois. ça. Donc on était sur l'identification de notre problème. Je vais repasser rapidement dessus et puis on va essayer d'aller au bout de cet exo-là. Heu, L'objectif, c'était de faire de l'analyse physique, de commencer par de la méca, des trucs vraiment intuitifs pour nous et puis après d'aller sur de l'élec qui est, forcément beaucoup, beaucoup moins intuitive parce que c'est pas des choses qu'on expérimente tous les jours. Il va falloir juste que je règle maintenant un dernier truc avec ma tablette et puis enfin, on va avoir fini avec cette usine à gaz. Pam! Alors on va dupliquer 1 et 3 et hop, le retour il est là et mon curseur c'est bon. Donc on en était là-dedans, sur notre problème ici avec le chariot, on avait vu que, bah, vu que c'est de la méca, on ne sait pas faire grand chose qu'un PFD pour l'instant. Mon curseur est bien là. Donc on avait, initialement cette équation-là qu'on avait essayé de rejustifier avec une somme des forces égale ma. Cette fois-ci, c'était bien un truc en translation sur un seul axe, donc c'est facile. On avait avancé un petit peu, on avait vu que Laplace nous permet de dégager tout ce qui est, dérivée première, dérivée seconde, pour avoir juste un polynôme. Donc ici, notre fonction rationnelle. Et apparemment, on n'est pas allé beaucoup plus loin que ça. Il me semblait qu'on avait, identifié un peu plus, mais, c'est peut-être plus au niveau du groupe A qu'on avait dû faire ça. Et décidément, aujourd'hui, il n'y a rien qui veut fonctionner. Il y a ma tablette qui commence à clignoter. La voilà. Je vois que le retour a sauté, mais ça doit être bon pour vous maintenant. On va avancer sur ce machin. À ce stade, il va falloir qu'on fasse de l'identification, qu'on rentre dans le modèle mathématique, et puis qu'on puisse après passer à la partie élect, parce qu'au final, il ne nous reste pas tant de choses que ça à faire ensemble. Donc, je reprends mon bout d'énoncé. Il faudrait qu'aussi vous l'ayez à côté, l'énoncé. J'espère que vous avez pu le récupérer en format papier. Je sais qu'il en reste encore dans la salle de la photocopieuse. On avait fait la question C qui consistait à identifier vraiment la fonction de transfert, donc c'est le dernier truc qu'on avait ici. Et on va attaquer avec une identification. Pour ça, je n'ai pas envie de tout me recopier, donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça toute petite seconde. Je vais aller
gratter dans mon cloud pour choper. Alors cours TD, hop, je vous remets ça. OK, le TD est là. Et donc ça, c'était le TD1 parce qu'on les a pas fait dans l'ordre pour préparer vos TP. Donc la suite, il y a une histoire d'identification qu'il va falloir faire. Ça va ressembler à des choses qu'on avait, enfin pas forcément d'ailleurs qu'avec moi, que vous avez dû faire en élec. Parce qu'on a déjà bossé sur des systèmes différentiels comme ça. Je vous remets le bout de consigne ici pour que ce soit plus facile, de naviguer entre les différents éléments. Il y en a pas mal qui vont être amenés là de nouveau. Hop là, ça doit être à peu près lisible et on va essayer de regarder un petit peu la forme de ce machin. Chose qu'on a déjà faite, j'arriverai jamais à mettre droit ces trucs. Chose qu'on a déjà faite quand on était en S2, en élec, qui consistait à prendre des équadifs, donc des trucs qui ressemblent plutôt à, mettons, ce truc-là, qui est une forme canonique, avec la fonction qu'on étudie, qui est toute seule et les dérivés à côté, et ensuite un dernier truc en face qu'on appelle le second membre. Et là-dedans, on pouvait faire des identifications. Typiquement, quand on est sur un tube de deuxième ordre, comme ça, on sait qu'il y a une partie qui va gérer plutôt des constantes de temps, un autre qui va gérer plutôt de l'amortissement. Il y a aussi des oscillations qui se cachent là-dedans. Et on avait fait des identifications dans ce problème. Et ce que je vous propose là, c'est de faire exactement la même chose, mais en la place. On a transformé notre équadif en une fonction rationnelle ici. Sur le polynôme du bas, on va retrouver un certain nombre de constantes et qui correspondent à notre problème. Et il se trouve qu'on avait même dû finir là-dessus, je pense. En tout cas, on en avait parlé plutôt sur la deuxième partie de cette correction. On s'était dit, nous, on a notre chariot, ce qu'on va envoyer dedans, c'est le signal le plus simple qu'on peut envoyer, c'est-à-dire un coup de pied, quoi, une impulsion. Et je vous avais posé la question intuitivement, comment est-ce que ce machin va bouger? On regarde une position selon Y, avec la position d'équilibre autour du 0. Et on avait déjà deviné que ça allait avoir une tête comme ça. Un truc qui oscille et un truc qui est amorti en fonction du temps. Et on doit trouver des équations qui traduisent exactement ce comportement, mais on a de la chance, on sait faire des simulations mécaniques dans notre tête et essayer de deviner un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc on reprend sur ce modèle-là. Là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut sous les yeux. Euh, on va essayer de se poser une question déjà, c'est est-ce qu'on est capable d'identifier par rapport à notre fonction de transfert euh, le truc que je vous donne juste en dessous ici. Il y a au moins une partie qui ne va pas nous plaire là-dedans, voire même deux en fait. Regardez bien le modèle qu'on a dans H2P ici, donc la fonction de transfert de mon système mécanique. Regardez bien la forme générale que je vous donne ici. Donc ça, c'est vraiment, faut voir ça juste comme une formule mathématique. C'est pas forcément de l'élec ou de la méca ou autre chose. Et on va essayer de faire en sorte que les deux soient, qu'on puisse faire coller l'un à l'autre pour qu'on arrive à faire l'identification. Dites-moi ce qui est gênant pour l'instant, et il va falloir qu'on travaille là-dessus. Donc comme d'hab, hein, il y a le module chat qui doit être actif. Il me semble que j'ai vu mes entrées tout à l'heure. Vous avez les micros si vous le souhaitez. Dites-moi comment on fait pour que ma fonction H2P elle ressemble à la formule générale que je vous ai mise ici. Qu'est-ce qui vous gêne? En tout cas en premier lieu, et qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ces problèmes-là? Je vous laisse vous réveiller tranquillement là. Comment est-ce qu'on fait pour que H2P ressemble à ce machin? Comme ça après on pourra identifier Xi, oméga, et on aura pas mal d'infos sur notre système. Alors, le chat se réveille un peu. Il y a K apparemment qui nous gêne. Donc K tout court, moi je ne sais pas duquel on parle. Il apparaît en haut et en bas d'ailleurs. Je vais le mettre par là, ce sera plus pratique. Alors il y a bien un K qui nous gêne, mais va falloir qu'on spécifie un peu plus parce qu'il apparaît partout. Il n'y a pas que ça qui nous gêne, c'est même pas le plus gros problème en vrai. Est-ce que là, de but en blanc, vous êtes capable de me dire par exemple oméga 0 il vaut tant? Même oméga 0 carré si ça vous arrange. Il n'y a pas moyen de simplifier par k étant donné qu'on le divise et en haut et en bas.
Ce serait une première partie qu'on pourrait faire. On va essayer de regarder, rapidement ce qu'on pourrait faire là-dessus. En soi, ce serait un bout de réponse. C'est juste que ça déforme un tout petit peu ce que j'attendais et on pourrait le refactoriser à la fin, donc pourquoi pas? En gros, on voit du 1 sur k ici, du 1 sur k, là et puis, ici, quoi. Donc c'est vrai qu'on pourrait le dégager à condition d'avoir on multiplierait partout par k et on se retrouve avec du k ici. Et on dégage tout le reste. Ça m'irait très bien. Ça colle pas forcément à ce que j'avais en tête à la base, et on va voir qu'on va s'économiser une factorisation à la fin en faisant une astuce un peu différente. Le premier truc que je vous propose, ce machin-là, là, c'est une constante. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire vis-à-vis de mon identification, quand on sait toutes les règles de la place, sur les fonctions de transfert et ainsi de suite? J'ai une constante multipliée par, le machin qui m'intéresse là. Ça va être que la première partie du raisonnement d'ailleurs. Je pourrais en faire quoi de cette constante? Est-ce qu'elle va impacter vraiment la forme que j'ai ici et qui correspond à mon système différentiel? Ben non, a priori, elle impacte pas le truc. Donc, je vais reprendre ça rapidement en dessous, mais vous vous rappelez que je pourrais très bien avoir 1 sur k facteur de mon système ici, là. Pam. J'ai du m sur k fois p carré. Là. Rappelez-vous, il faut faire des c un peu arrondis. Je vais zoomer un peu parce que je m'en sors pas là. Hop. Il faut faire des c un peu arrondis pour pas les confondre avec le c de tout à l'heure. Voilà. On a factorisé le truc et en gros, on est en train de se poser la question, comment est-ce qu'on peut faire une identification de ça là? Donc, on a réussi à adresser le premier problème. Il y en a un petit peu plus délicat qu'il va falloir réussir à mettre en évidence là. Est-ce que maintenant le truc entre crochets, vous êtes capable de l'identifier vis-à-vis de la forme qu'il y a, ici là? Moi, je vous donne une transformée de la place inverse en fait, d'un truc vraiment caractéristique, qui correspond à un problème du deuxième degré. Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Comme d'hab, il va falloir mettre un peu de rythme parce que, là, je commence déjà à m'ennuyer là. Qu'est-ce qui vous gêne entre le machin entre crochets en bas et moi la forme caractéristique que je vous donne? Il y a une partie qui doit vous embêter au moins. Une fois qu'on aura résolu ce problème, ça va se faire tout seul. Bon, va falloir qu'on décolle, hein. Je vais, tant pis, hein, je vais faire le truc tout seul, mais sincèrement, on va y perdre si vous voulez rester spectateur. Le truc qui nous gêne pour l'instant, c'est ça. Cette partie-là, elle apparaît pas là-haut. Parce que si on regarde ici, c'est comme si j'avais 1 qui était marqué là. Donc j'ai du m sur k qu'il va falloir que je dégage. Il y a quelqu'un qui m'avait mis qu'on pouvait faire une identification oméga carré qui correspond à 1, et ça aurait été vrai si j'avais pas eu mon truc gênant ici. Là. Donc il va falloir m'enlever ça. Et histoire qu'on gagne un petit peu de temps, ben, pour l'enlever, il va falloir simplement que je multiplie par l'inverse de cette fraction, mais il va falloir que je fasse ça en haut et en bas sur ma fraction, sur tous les membres. Sinon, je vais changer la valeur de cette fraction-là. Donc le 1 sur k, on le garde précieusement, ce qui va avoir un impact en termes d'unité, forcément. Et je vais multiplier partout par l'inverse du truc que j'ai entouré et qui m'embête. Donc je vais avoir du k sur m en haut et du k sur m à distribuer sur tous les termes. Si je multiplie par k sur m en bas là, ben, j'ai du m sur k fois k sur m, ça fait 1, c'était le but. Là, je vais l'écrire vraiment pour qu'on le voit. On a du k sur... Alors, il va falloir qu'il me dégage la reconnaissance de forme parce qu'il va faire n'importe quoi. Forme, pouf. Donc on va multiplier tout le monde par k sur m et le dernier aussi. Et à ce stade-là, simplification, il y a k qui apparaît en haut et en bas sur le terme central ici, de degré 1,
et j'ai oublié un truc super important, c'est P ici. Et finalement, je me retrouve avec il y a une autre simplification que je n'avais pas vue là. A priori, c'est pour ça que c'était intéressant, mais je pensais que ça arrivait plus tard. Il y a du K en haut et du 1 sur K en face, donc je vais pouvoir aussi simplifier. Et donc il me reste plus a priori que, je fasse gaffe au bord de mon écran, 1 sur M fois, j'ai pas du tout changé mon équation, hein, c'est juste une façon, différente de la présenter. Mais, si je fais une application numérique avec toutes les valeurs que je veux, je trouverai toujours la même valeur, hein, quelle que soit la forme qu'on a avant ou après la transformation. Sinon j'ai fait quelque chose, de mal. C sur M, ça me parle un peu, K sur M aussi. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc, j'espère que vous allez pouvoir vous réveiller un petit peu. Maintenant, on a une forme qui est plus plaisante, parce que le truc que je vais encadrer en vert ici et le truc que je vais encadrer en vert ici, a priori, ils ont vraiment la même tête maintenant. À une constante près qui est multipliée, mais on sait qu'en la place, c'est pas grave. Donc, je vais reprendre peut-être un tout petit peu les questions. Là, on en arrive à la question D, et le but, c'était d'identifier la valeur des paramètres. On a notre, je sais même plus si c'est un xi ou un zeta d'ailleurs que j'ai pris là, c'est peut-être zeta plutôt ce machin. Heu, Tant pis, oméga 0, et puis après on a K, C, qu'on va écrire un peu C rond, et puis M. Le premier truc qu'on peut identifier, c'est quoi d'après vous? Ce serait quoi le plus malin à identifier en premier? On va mettre ça plutôt. Identification. Qu'est-ce que, vous proposez comme première étape qui devrait nous simplifier la vie après? Si on reprend par exemple l'idée de Julie tout à l'heure, ouais, Justine aussi propose ça. On a oméga 0 qui a priori est K sur M. Si je regarde, ici et là, bah, clairement, je vois que je peux identifier, c'est oméga 0 carré d'ailleurs, K sur M, donc c'est bien ça. Donc la première étape, oméga oméga 0 carré, c'est K sur M. Donc logiquement, oméga 0, c'est racine de K sur M, et vous savez que, la racine éventuellement, si c'est utile mathématiquement, on a le droit de la casser comme ça. Et ce que j'ai déjà pu vous dire sur d'autres exos ou même sur d'autres semestres, c'est que mathématiquement, ce que je viens d'écrire est faux. Qu'est-ce qui manque? J'avais un problème du deuxième degré et j'ai trouvé une seule solution. Qu'est-ce qui me manquerait pour que mathématiquement ce soit juste? Et puis après, on va essayer de justifier en une phrase que, bah, au final, on était quand même pas si mal parti que ça. Ça peut être négatif? Ouais, j'ai un truc ici où vous pouvez vous amuser à mettre plus racine de k sur m ou moins racine de k sur m. Si vous mettez ça au carré, vous aurez une solution qui satisfait l'équation initiale. Parce que le carré va faire sauter le moins, simplement. Prenez l'habitude, à chaque fois que vous avez une solution comme ça, de bien écrire plus ou moins, parce que vous allez des fois tomber sur des cas, ce truc-là me plaît pas trop, plus ou moins. Vous allez des fois tomber sur des cas où la racine négative, elle a vraiment du sens. Et nous, ben, on va l'écrire vraiment en toutes lettres, on ne garde que la racine positive. Positive. Oméga 0, alors je sais plus si on avait appelé ça une pulsation ou une vitesse angulaire ensemble. Les mécanos appellent ça plutôt des vitesses angulaires en principe, mais pulsation c'est plus général. La pulsation oméga 0, pour nous, elle sera supérieure à 0. Et le truc intéressant, c'est que ben, quand on avance dans les études, parler d'une fréquence, ou enfin, plutôt d'une fréquence, mais une pulsation, ça dérive de ça. Négative, en vrai, ça a du sens. C'est une astuce qui est purement mathématique, mais dès un niveau, mettons licence, quand vraiment on commence à rentrer sur l'analyse du signal, la théorie de Fourier, les choses comme ça, les fréquences négatives, c'est des choses qui vraiment apparaissent régulièrement. C'est une astuce pour avoir des signaux réels, en fait. Donc nous, pour l'instant, on va se restreindre à ça. On a fait une première identification, on va pouvoir mettre, je sais pas, un coup de rouge comme ça,
histoire de vraiment repérer une des solutions qui va nous intéresser. Deuxième partie pour vous épargner un petit peu les trucs difficiles à taper dans le chat là. On a identifié le premier truc ici qui était le oméga 0 carré, donc logiquement, il faut qu'on arrive à identifier tout ce qu'il y a devant P ici, et tout ce qu'il y a devant P ici, on sait que c'est la même chose. Donc mon 2 xi oméga 0 doit être égal à mon C sur M. J'ai vraiment un doute, je vais profiter que j'ai un bout de navigateur. Je dis xi habituellement, mais je crois que j'avais mis un zeta. Zeta, zeta, zeta. C'est un zeta. Ça fait 15 ans que je dis xi, mais sur mon fichier initial, c'était un zeta. Donc ce machin, zeta, qu'on voit plus souvent écrit en majuscule en maths. Donc, on a un zeta et un oméga 0 à identifier. Pour l'instant, je ne suis même pas vraiment sur la physique, hein, je fais purement des maths. On va essayer de poser ça. Ceux qui ont le micro, qu'est-ce qu'il faut que j'écrive à ce stade-là? Quelle égalité je peux sortir? Si vous voulez même l'écrire en toutes lettres dans le chat, ça me va très bien. Il va falloir que je fasse une autre identification pour identifier, extraire le deuxième paramètre zeta qui me manque là. Alors, qu'est-ce que je peux faire à ce stade-là? Je vois Julie qui va tenter un truc. C'est dommage que sur mon plugin, on voit pas qui est en train de taper aussi, ça aurait été pratique. 1 sur m est égal à 2 oméga 0. 1 sur m, 1 sur m, 1 sur m. D'où est-ce que ça peut sortir? 2 oméga 0. Je vois pas toute la logique. Je vois le 2 oméga 0 là-haut et le 1 sur m là, mais je comprends pas comment tu t'es débarrassé. Ah! Si, je vois la logique, ça y est. C'est intéressant. C'est pas bon, mais c'est bien qu'il y ait l'erreur là pour qu'on puisse discuter de ça, parce qu'il y a une vraie confusion possible. Le zeta qui est ici, il s'appelle le taux d'amortissement. Et je devine, ça se trouve, c'est une énorme connerie, que tu t'es trompé parce que le C, c'est la constante d'amortissement du piston. Est-ce que je l'ai par là? Non, mais ça va être dans votre consigne. Mais ce C là, c'est vraiment la constante d'amortissement du piston. Donc les deux portent le nom amortissement, mais attention, ils prennent des valeurs différentes. C'est juste qu'ils traduisent le même phénomène physique, par contre. Donc on ne peut pas juste dire zeta égale à C, ça va être malheureusement un tout petit peu plus compliqué que ça, parce que zeta va faire apparaître aussi la constante de raideur du système. Donc si je suis la logique que m'avait proposée Julie, il suffit que je garde le zeta et le c dans l'expression qu'elle avait initialement. Donc j'ai 2 zeta oméga 0 qui va être égal à c sur m, tout simplement. 2 zeta oméga 0 qui est égal à mon c rond sur m. Je vais vous épargner encore une question-réponse parce que je ne vous trouve pas hyper vif là aujourd'hui. On va gagner un peu de temps. On connaît déjà oméga 0, donc on va essayer de mettre zeta tout seul, qui va être égal à c sur m. Je passe mon 2 et mon oméga 0 de l'autre côté. C sur m, c'est les données de mon problème, donc je ne vais pas pouvoir m'en débarrasser. Mon 2, j'ai qu'à le mettre là pour ne pas l'oublier. Et 1 sur oméga 0, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Je l'ai juste au-dessus, là, ici. Et Lucas a proposé C sur M, c'est 2. Alors il y a peut-être eu un loupé dans le codage, je ne sais pas ce que tu as tenté. Le Serac, là, ça doit être le Zeta que tu as copié-collé, peut-être, qui n'est pas passé. Et K sur M, on devait être bon. Ouais. Et il y a peut-être des racines. Ah, racines. Et le CCDI, ce serait les Zeta. Je pense qu'on est bon. Donc on a dit il faut faire 1 sur oméga 0. Oméga 0, c'est racine de K sur racine de M. C'est pour ça que je vous l'ai mis sous cette forme-là tout à l'heure, ça va nous arranger maintenant. Et quand on en est ici, on va pouvoir faire une petite simplification. Il me reste un peu de place. Ça, histoire vraiment que vous le notiez proprement, parce que je sais que les racines, vous n'êtes pas toujours au point sur ce que vous avez le droit de faire. Si j'ai m, c'est comme de dire j'ai racine de m fois racine de m. Là, j'ai du racine de m.
Ceux qui sont pas à l'aise, vraiment, prenez, le détail de la correction. J'ai le droit de dégager les racines comme ça, hop, et je me retrouve avec, mon zeta qui va être égal à du C sur 2. J'ai du racine de M, mon pointeur est encore là, c'est bon. Racine de M fois racine de K, et ça, j'ai le droit de les grouper juste pour faire un truc plus propre. Et je me retrouve avec du racine de Km là-dessous. C'est sur 2 racines de Km. Et ça commence à ça sonne bien, on va dire, mais c'est peut-être juste parce que je l'ai fait plein de fois. Hop, et on arrive à notre deuxième partie. Après simplification. Donc, si je regarde, ouais, c'était bon sur ce que Michaela m'avait proposé, c'est juste qu'il fallait qu'on aille plus loin sur la simplification. Pour la question D, je pense qu'il y a rien de plus à dire. On va essayer de réfléchir un tout petit peu à la physique maintenant parce que, ouais, ça sert à rien de faire ça dans le vide. Dites-moi comment, par exemple, je vous laisse juste 2 secondes de plus là s'il faut noter ça parce que je vais me balader un peu sur l'écran. Donc on a notre zeta qui est égal à C sur 2 racines de K fois M. Si on suit cette logique, on regarde le chariot. Dites-moi comment est-ce que vous feriez pour que, ce chariot-là, quand on met un coup de pied dedans, il oscille plus vite, par exemple? Et c'est là vraiment où on va commencer à rentrer sur, la physique derrière parce que c'est des questions comme ça qu'il faut se poser et que vous allez avoir à vous poser quand vous allez bosser dans les bureaux d'études plus tard ou même, dans n'importe quel, système de conception. Comment est-ce que vous faites en sorte que le machin oscille plus vite? Qu'est-ce que vous changez comme composant? Il y a 2 méthodes là, par rapport à ce qu'on a trouvé. Donc on regarde ce machin, il y a pas mal de paramètres que je vais pouvoir toucher. Constante de raideur K, coefficient d'amortissement C, la masse M du système. J'envoie un coup de pied dedans et je veux qu'il oscille plus vite qu'avec les composantes qu'il y avait avant. Qu'est-ce que je vais pouvoir changer si je regarde les maths qu'on a trouvées, hop, juste ici, là. Qu'est-ce que je change à mon système pour qu'il oscille plus vite? C'est pire que tout aujourd'hui, j'ai l'impression, là. J'ai tout un groupe de connectés, je vois entre 20 et 30 personnes et sur des questions bêtes comme ça, j'ai 3 personnes qui m'aident, quoi. Ça commence à être un peu fatigant là, honnêtement, que vous soyez aussi passif. Julie me propose, on pourrait toucher à l'amortissement. Quentin, je ne sais pas si c'est un L. Ah, c'est un K, c'est un misclick. Ouais, on pourrait toucher à K. L'amortissement, a priori, pas de bol, il va pas apparaître dans mon problème. Parce que la constante C, le seul truc où je vais le voir, c'est normal d'ailleurs, c'est sur le paramètre d'amortissement zeta de mon système, qui va jouer vraiment sur la forme exponentielle qu'on va avoir après. Un truc que je pourrais faire, on voit ici, si je veux augmenter oméga 0, donc la fréquence, ça c'est 2 πf, je peux augmenter K, ou un truc simple, on peut diminuer M. Il n'y a que ça à faire. Et si je diminue la masse ou alors que j'augmente la constante de raideur, je prends un ressort plus fort, de façon assez intuitive, le truc va se mettre à osciller plus vite. Si je veux qu'il oscille moins longtemps, on va gagner un peu de temps, soit j'augmente la constante de raideur, mais à ce moment-là, il va osciller plus vite, moins longtemps. Soit j'augmente la masse, ça c'est assez logique. Si mon système est lourd, il va avoir plus de mal à osciller longtemps parce qu'il va perdre plus d'énergie plus facilement. Et le dernier truc, le plus évident, c'est ce qui se passe là-haut. Là. Pour augmenter l'amortissement de mon système, il faut que j'ai un amortisseur un V1 là, qui a un coefficient d'amortissement plus grand. Et on peut se débrouiller pour avoir un régime qu'on va appeler critique où l'amortissement est tellement fort que le truc qu'on a essayé de deviner en faisant une expérience de pensée, il va même plus ressembler à ça, mais à un autre régime qu'on avait pu voir avant où vraiment il oscille même quasiment pas tout à fait une fois, il monte un petit peu et il se calme tout de suite. Si on imagine que vous êtes en train de concevoir un amortisseur pour voiture, vous commencez à avoir un truc qui a ce comportement-là en termes de maths, vous allez rendre les gens malades.
Et donc ça va être à vous de faire les maths après pour que le régime fasse un truc qui peut se déformer pour absorber les chocs, mais revient le plus vite possible à l'état d'initial, enfin à l'état de repos, 0 là. Et à ce moment-là, vous aurez quelque chose qui vibre pas, enfin qui oscille pas plutôt. Heu, je vais reprendre mon bout de télé, on va avancer un peu là-dessus. La question suivante, c'est, je vais même, je me suis loupé dans mon raccourci. Tac. Je vais même attraper les 3 questions suivantes pour éviter les allers-retours. Voilà, hop, on va se mettre ce machin en gros. On va regarder, pourquoi est-ce que ce que je vous propose là a un petit peu de sens. En vrai, c'est en lien avec des choses qu'on avait aussi faites en ELEC, c'est, les différents régimes de fonctionnement. J'aimerais tellement trouver un raccourci pour faire en sorte de pouvoir aligner ça facilement. Tant pis, ce sera tordu. On espère en trouver ici une relation entre K, C et M pour que la condition d'amortissement zeta soit plus grande que 1. On va commencer par essayer de décrire ce que ça veut dire. Si mon zeta ici, là, il est supérieur à 1, on va avoir un système qui, peut-être le faire un tout petit peu plus grand ça. Si jamais on met un coup de pied dedans, comme je vous disais, il va se déformer. C'est plutôt en 0 que ça commence, mais il va pas osciller, il va revenir à une position, initiale. Le but, c'est de faire un truc qui absorbe un choc, mais qui fait pas vibrer notre système pendant trop longtemps. Et comme je vous disais, exemple de l'amortisseur et ça évitera de rendre les gens malades. Donc, on a une condition d'amortissement qui est zeta plus grand que 1. On verra l'impact dans les maths, mais c'est assez normal. Heu, le zeta, il apparaît ici, si vous regardez, je vais zoomer un poil dessus, moins zeta oméga 0 t. Et si ce truc-là est plus grand que 1, ben, je vais avoir une fonction exponentielle là qui doit avoir cette tête-là. Un truc qui décroît et qui tombe à 0. Ce qui veut dire ben, avoir un truc qui rapidement s'amortit. Et plus mon zeta sera grand et plus ça s'amortira, moins j'aurai d'oscillations dans mon système. Boum. On va repasser ici. Voilà. Donc, mon zeta plus grand que 1, d'un point de vue mathématique, c'est équivalent à c sur 2 racine de k fois m plus grand que 1. En soi, on a déjà répondu à la question, en fait, parce qu'on a donné une relation entre K, C et M pour avoir une condition d'amortissement. On pourrait se poser une question un peu différente. C'est par exemple de voir ce qui se passe quand. Enfin, poser la question qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme amortisseur parmi toutes les solutions d'un catalogue, d'un fournisseur, pour que ce soit satisfait. Donc en fait, on va fixer le ressort qui nous intéresse, on va fixer la masse, bien souvent, en fait, ça, vous choisissez pas. C'est votre opération, votre cahier des charges qui vous fixe. Et on va regarder ce qu'il faut qu'on mette comme amortisseur en face. Et ça me dit en fait qu'il faut qu'il soit plus grand que racine de km. Et là, pareil, je sais que vous n'êtes pas toujours à l'aise là-dessus, mais mathématiquement, j'ai fait un truc que j'ai besoin de justifier. Pour passer de cette étape-là à cette étape-là, j'ai fait un truc là qui m'impose normalement de vérifier une condition sur mes éléments là. Qu'est-ce qu'il faut que je vérifie pour pas avoir à m'embêter à changer le sens du signe supérieur là? Vous êtes censé le justifier à chaque fois avec une petite phrase quand vous faites le passage de ce truc-là à ce truc-là, ouais, vraiment. C'est ça. On a le signe du dénominateur qu'il va falloir interroger. Euh, on va pouvoir marquer que 2 racines de km, c'est forcément supérieur à 0. Il y a même 2 raisons, hein. Déjà de base, une raison physique. Coefficient d'amortissement négatif, c'est pas que ça n'existerait pas, mais c'est plus une astuce de maths encore une fois. Masse négative, pareil. Et deuxième raison, bah, si le truc dessous est négatif, on finit avec une racine sur du moins, et puis ça finit avec quelque chose de complexe. Et encore une fois, coefficient d'amortissement complexe, quand on fait des choses un peu pointues, on pourrait utiliser ça comme une astuce, mais ça n'a pas de sens physique. Ce serait pas des maths, quoi. C'est à peu près tout. Comme ça, on va pouvoir être rigoureux. On n'a pas changé le sens de la comparaison, donc c'est bon.
On va déterminer l'expression maintenant de Y, répondre à la question F. Hem et pour ça, en fait, on a déjà mâché le travail. Il va suffire de qu'on fasse une petite identification, en fait. Machin là qui s'est décalé. Voilà. On va faire une petite identification par rapport à la solution que je vous donne. La partie qui est ici, là, elle est toujours assez délicate. Heu, je vous embête pas avec ça. Quand on avance dans les études, on doit pouvoir même justifier ça par du calcul, mais faire des transformés de Laplace et des transformés de Laplace inverse, je vous l'ai expliqué pour des trucs tout bêtes et quand ça va être des formules plus compliquées, à chaque fois, je vous donnerai un bout de solution comme ça identifié. On a ce machin-là, que je vais, même, reprendre comme ça, on l'aura sous les yeux. Là. Et on va essayer d'avancer dessus en disant y égale à machin, machin, en mettant les bonnes valeurs. Et on va faire une transformation de la place inverse pour revenir dans le domaine temporel qui est le vrai monde, qui doit vous parler un peu plus que du Laplace tout court. Hop, là. Euh, on part de ce machin-là et il va me manquer une justification. Alors là, je ne vais pas m'embêter, je vais directement vous l'afficher parce que les copier-coller, au bout d'un moment, ça va me remplir tout le truc. Je vous avais mis, on va chercher une solution, mais attention, pas n'importe quoi. Dans le cas idéal où l'excitation appliquée au chariot, dans le domaine de la place, vaut 1. On va commencer par poser les maths, mais il va falloir que je vous explique à quoi ça correspond, parce que mon exemple du coup de pied, c'est exactement ça. Quand mon problème, c'est une impulsion, en la place, l'excitation du système, qui ici est une force appliquée, ça va valoir 1 pour toutes les fréquences, enfin, tous les paramètres de la place. Donc on va pouvoir remplacer f de p par 1, et a priori on a tout. Je vais remonter un petit peu dans mon problème parce qu'il me manque un petit truc à considérer. On avait y de p qui était égal à ma fonction de transfert fois f. Ma fonction de transfert, on l'a mise sous une forme caractéristique parce que c'était plus pratique, donc ce machin-là, que je vais recopier. Je vais dézoomer un poil, je vais rezoomer après. On a du 1 sur m, ainsi de suite. Je vais même être obligé de. On va faire comme ça, je vais tricher un peu. Et je vais le recopier de toute façon parce qu'il va falloir qu'on bosse dessus. Hop, là. Donc ce machin-là, je vais me le laisser hop, dans un coin ici. C'est une image, donc je vais être obligé de rebosser dessus. Notre position dans le domaine de la place était égale à 1 sur la masse fois 1 sur p carré plus c sur m fois p plus k sur m. Voilà. Et on a dit fois normalement f de p, sachant que ce machin-là, on va le fixer à 1 et comme je vous disais, l'image qu'il faut avoir en tête pour un truc qui vaut 1 pour toutes les valeurs d'excitation ici, c'est le coup de pied, une impulsion. Voilà, check. Donc il me reste plus que la partie de gauche et on va pouvoir maintenant faire une identification, écrire y de t égale quelque chose. Donc, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Est-ce qu'il vous manque un truc? Le premier point que je vais vous demander, en fait, pour faciliter les échanges, c'est qu'est-ce que je fais de ce 1 sur m là? Quand je vais faire la transformée de la place inverse, sachant que le 1 sur m, il n'apparaît pas dans cette relation, donc ça m'embête un peu. Je ne sais pas comment faire, parce que je ne l'aurai pas ici non plus, du coup. Qu'est-ce que je fais de cette constante 1 sur m là? Alors pourquoi f égale à 1? Qu'est-ce que j'ai foutu d'OBS, moi? De Discord. C'était Julie qui posait ça. Je vous ai dit, c'est un cas un peu idéal, on va en reparler. Mais en fait, ça correspond à une impulsion pour la force appliquée dans le domaine temporel. Et si l'impulsion est très très courte, qu'elle est normalisée, quand je passe ça dans le domaine de la place, ça vaut 1 pour toutes les valeurs de f de p ici, qui est très moche, il ne me plaît pas beaucoup. C'est pour simplifier l'étude vraiment. Et j'essaierai de vous expliquer après en quoi est-ce qu'on peut bosser à partir de ça, parce que une impulsion, c'est un peu une brique élémentaire en traitement de finielle. Je fais quoi de ce 1 sur m quand j'essaie de faire une transformée de Laplace inverse?
Je vais peut-être me mettre en dessous parce que je vais vite être limité en place, je suis en train de me dire. On va remonter un peu ici. On est d'accord que y de t, c'est la transformée de la place inverse de mon y exprimé en la place. Qu'est-ce que je fais de cette constante 1 sur m qui m'embête parce qu'elle apparaît pas sur, la forme générale que je vous ai donnée, là-haut là? Eh beh, ça vient pas. Regarde s'il y en a qui tentent des trucs dans le bah, pas du tout. Beh, on va avancer, tant pis. 1 sur m, c'est une constante, donc c'est pas impacté par la transformée de Laplace. Donc je vais le sortir simplement et je vais faire une transformée de Laplace inverse. On est en train de revenir, dans le domaine, temporel. Il prend pas ah non, c'est que c'est pas shift que je suis en train de faire. Hop là, ça va remonter un peu. Et ce qui me reste là, c'est du 1 sur p carré plus c sur m fois p plus k sur m. On a ce machin qui ressemble maintenant exactement à ce qu'on a là-haut. Donc ça veut dire que logiquement, eh beh, j'ai juste à suivre la consigne de la forme générale que je vous ai donnée. Je dois avoir un truc qui ressemble à ça et pour l'instant, je vais, recopier bêtement et après on va réfléchir un peu à ce qu'on peut remplacer là-dedans. J'ai du 1 sur oméga. Alors attention, le oméga, c'est pas tout à fait la fréquence, qu'on appelle à vide, mais c'est une pulsation, je devrais dire. Mais c'est une pulsation qui est un peu altérée par le système. Je vais essayer de vous expliquer d'où ça sort. Donc on a oméga tout court, et d'ailleurs j'ai mis un 0 là par habitude. Non, c'est l'oméga qui est devant, pardon. Donc ça c'est bon, oméga 0, ça c'est bien la pulsation propre. Ensuite ici on a du sinus, et c'est le oméga qui va être altéré par le couplage avec le système. Et U de t dont il faut qu'on parle, parce que je ne sais pas si on en a parlé beaucoup ensemble pour l'instant, sauf si vous avez fait les TP. Voilà la forme générale de mon problème. Il faut qu'on parle de pas mal de choses là-dedans, à commencer par, je vais me mettre ça par ici, U de t. Ça, c'est purement de la rigueur mathématique. Je vais finir le truc par là. U de t, c'est ce qu'on appelle un échelon, qu'on a pu voir en élec aussi, mais je ne l'ai pas forcément décrit mathématiquement avec vous. Un truc qui a cette forme-là. Et c'est là uniquement pour, comme je vous disais, de la rigueur mathématique. Là, on a 0 et là, on a 1. Le but, c'est de tuer tout ce qui se passe avant t égale à 0, en fait, pour qu'on puisse avoir quelque chose. On va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est une histoire de fonction qu'on a le droit d'intégrer parce que son énergie est finie. Donc pour l'instant, on va le prendre comme une astuce, et quand on fait une transformée de Laplace inverse, il faudra toujours qu'il y ait quelque chose qui annule toute la partie comme ça, t inférieur à 0. Donc en soi, c'est une fonction très simple qui va tout multiplier par 1 dans la fenêtre qui nous intéresse. On va commencer à rentrer sur l'analyse vraiment de notre système. Je vais vous parler vite fait de ce oméga aussi. Alors, je ne connais pas du tout par cœur son expression. On a du oméga 0 facteur de 1 moins zeta au carré. D'où ça vient ce machin? Là, il va falloir que je trouve une bonne astuce pour vous en parler parce que c'est un peu délicat. C'est un problème d'oscillateur couplé, ça. Euh, si, on peut imaginer qu'on a un espèce de chariot qui est attaché par un ressort à un bâti, et de base, c'est un système oscillant, ça, dans lequel il n'y a aucune perte. Parce que mon ressort est parfait, il est idéal, donc c'est vraiment un truc avec juste une constante de raideur K et pas d'amortissement. Et comme j'avais pu vous dire, même quand je prends un ressort qui ressemble à ce machin, il faudrait que je le modélise avec un petit peu de constante d'amortissement parce qu'il y a des pertes là-dedans. Ce système-là, déjà de base, il a tendance à avoir vraiment une fréquence d'oscillation qui va lui être propre. Qui est défini par K et par M, et on avait vu ça un petit peu avant, parce qu'on a défini oméga 0 comme étant racine de K sur racine de M. Chose comme ça, si je ne fais pas trop de bêtises. On le voit ici, l'oméga 0 au carré.
Il faut bien se rendre compte que ce truc-là correspond à quelque chose d'un petit peu idéal. Et on va parler, vous allez pouvoir le noter, d'une fréquence d'oscillation. Et là, j'ai toujours un doute s'il y a 2 L, ça doit être ça, propre. On parle de fréquence propre parce que c'est un truc d'un oscillateur, un système qui a envie d'osciller, heu, mais qui a aucune, c'est un truc un peu idéal, c'est pas chargé par, la physique en quelque sorte. Quand je commence à rajouter, ce qu'on va appeler un couplage avec, le monde extérieur, c'est-à-dire en gros, il va y avoir une interaction entre mon oscillateur et des pertes qui correspondent à la vraie vie. Ça va impacter l'oscillation parce qu'en gros, vous aviez un truc qui peut osciller facilement sans perte et quand on commence à mettre des pertes, ça va être gêné d'une certaine façon. Et de façon assez intuitive d'ailleurs, si on regarde la relation entre, alors j'avais parlé de fréquence, vous vous rappelez, hein? La relation, c'est ça. Mais quand je commence à rajouter des pertes dans mon système, de façon assez intuitive, la fréquence, donc aussi la pulsation, elle va avoir tendance à diminuer si on regarde ici. On se retrouve avec un truc qui va être impacté et une pulsation qui va diminuer parce qu'en fait, dans un mouvement libre idéal, on va commencer à être gêné et avoir quelque chose qui oscille moins bien. Donc oméga va diminuer. Donc vous devez voir ça comme ça, c'est vraiment la fréquence de résonance à nu. Et dès que je viens coupler mon résonateur à mon bâti avec un peu de perte, eh ben, j'ai une fréquence un peu différente. Euh, donc on a tout sous les yeux maintenant, une petite explication là-dessus. On va vraiment repartir de notre expression initiale ici, et il va falloir qu'on justifie tous les termes. On a vu U de t qui était vraiment juste une astuce mathématique. C'était ma fonction d'échelon, vous avez pu noter. On va peut-être la redessiner de toute façon. Un sinus oméga t, ça doit vous parler. Et exponentielle moins, on pourrait remplacer tout ça par alpha t, ça doit vous parler aussi. Donc, quand vous avez une multiplication de plusieurs fonctions comme ça, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on fait pour faire un dessin de la fonction qui est composée comme ça par cette multiplication? Ce serait quoi votre astuce pour être capable de dessiner y de t ici? C'est pas simple, mais ça se fait bien. Qu'est-ce que vous proposez comme approche pour pouvoir dessiner y de t avec toutes les informations qu'on a là maintenant? Comment on dessine y de t quand on connaît les différentes fonctions qu'il y a dedans? C'est quelque chose que vous avez dû faire au lycée au moins, sur l'étude de fonctions. On va reprendre un tout petit peu, ouais. C'était l'expression là, mais ça se trouve le dessin vient avec, donc je suis en train de faire FG en même temps, là. Vous avez l'air toujours aussi réveillé. Tant pis, je vais finir en parlant dans le vide. Heu, L'objectif là, c'est de pouvoir étudier les fonctions, séparées et en fait, on va voir que, la multiplication des fonctions, ça va avoir tendance à juste créer des enveloppes sur un signal, central qui va être le sinus là. Donc un sinus oméga t, c'est quelque chose qu'on a déjà vu en élec. C'est une forme très générale. Le sinus, tout ce que je sais, moi, c'est que, il part de zéro si j'ai aucune phase, et c'est le cas. C'est pas oméga t plus quelque chose, c'est plus zéro. Le sinus, il part en zéro et il va osciller à une certaine, fréquence, une certaine vitesse angulaire aussi, on pourrait dire. Il est pas très joli, mais je crois que je vais abandonner l'idée de faire des trucs super propres sur cette tablette. Hop! Ce sinus, il va être impacté par 2 autres fonctions apparemment. 1 sur m, 1 sur oméga, c'est des constantes, donc ça ne changera pas la forme générale, juste, un facteur d'échelle. J'ai 3 fonctions qui sont exponentielles moins, zeta oméga 0 t et j'ai ma fonction échelon. On pourrait tout de suite prendre la fonction échelon parce qu'on a dit qu'elle allait être assez simple à étudier. La fonction échelon, tout ce qu'elle va faire, c'est tuer tout ce qui se passe, sur des temps négatifs, qui de toute façon, pour nous sont pas hyper intéressants parce qu'on rentre sur des trucs qu'on appelle, non causaux. Et l'utilité, on va la représenter en insistant bien sur le fait que le sinus, il est défini normalement sur une fenêtre infinie. Donc,
Déjà, le premier truc que ça va pouvoir faire, c'est m'enlever les oscillations en temps négatif, parce que si on réfléchit bien, avant ça, j'avais pas envoyé le coup de pied dans le système. Encore une fois, on est en train de se poser la question: comment est-ce que le système va bouger en fonction du temps, là? La dernière fonction qu'il va falloir qu'on prenne en considération pour dessiner notre machin, c'est, mon exponentielle moins, alors, pour l'instant, ça a l'air compliqué, mais ça l'est pas autant que ça en a l'air, moins zeta oméga 0 t. Il faut bien prendre en compte le fait que zeta fois oméga 0, heu, d'une part, mince, c'est une constante. Je change, ni le coefficient d'amortissement, enfin tout ce qu'il y a dans zeta, je vais pas refaire la liste, ni la pulsation du coup qui dépend des mêmes paramètres. Et le truc important aussi, c'est qu'a priori, c'est plus grand que 1. On s'était mis dans un régime d'oscillation assez particulier et oméga, on a fixé aussi le fait que c'était plus grand que 1, donc le produit des 2 va nous donner quelque chose de positif. Heu et même de plus grand que 1 de façon générale pour qu'on puisse avoir une forme particulière. Et si je regarde la forme de cette fonction, vous allez pouvoir vérifier, sur le net, mais un exponentiel décroissant, de toute façon, ça doit vous parler, hein. C'est un truc comme ça qui va descendre assez rapidement. Ça ne me fait toujours pas, je vais essayer de le faire assez grand, mais d'ailleurs, c'est ça qui me plaît pas. J'étais en train de partir avant zéro alors que je dois être asymptotique en zéro là. Pour la partie positive, en tout cas, on a un truc qui va ressembler à ça, et quand je prends t qui tend vers l'infini, je vais avoir zéro, mais en vrai, vu que c'est exponentiel, ça va très très vite tomber à zéro, et puis après ça va décroître moins vite. Et donc, on va prendre tous ces trucs-là, on va faire une grosse multiplication de ces termes, et quand on commence à travailler sur des fonctions comme ça, c'est pas vraiment une composition de fonctions, c'est plus juste une multiplication de trois éléments. Ben, tout ce qu'on a à faire, c'est de commencer par définir une enveloppe. Faut pas que j'aille trop loin, mais j'aimerais bien prendre le maximum de place possible. Je vais essayer de travailler à l'envers parce que je vais toujours être gêné là. Le bord, il va être un tout petit peu plus loin que ça. Le voilà. Hop, hop. Voilà ma fonction y qui va être la multiplication de ces trois choses-là. D'une part, j'ai un truc qui me dit déjà, sur les temps négatifs, je peux faire tout ce que je veux, je vois rien. J'ai un deuxième truc qui me dit que je vais avoir une enveloppe exponentielle décroissante. Et on va voir ensemble, vu que dedans on met une fonction qui peut être positive ou négative, il faut faire l'enveloppe des deux côtés. Et ensuite, je vais pouvoir faire mon sinus qui oscille là-dedans. Si possible, à peu près à la même oscillation que ce qui avait été représenté avant, quoi. Et en gros, bah, ce qu'on va représenter, c'est une fonction sinusoïdale amortie. Ça, c'est des termes que vraiment vous pouvez utiliser. Mince, j'ai oublié sinusoïdale. Voilà. Qui va décrire l'expérience physique qu'on va faire, en fait. C'est tout. Et comme ça, bah, on a la lueur générale en faisant la multiplication entre nos trois fonctions là. Ce truc là aurait dû monter un peu plus haut, mais de toute façon, c'est la lueur générale que je veux. J'ai pas vraiment mis de valeur pour l'instant. Est-ce qu'il y a la moindre question là-dessus? Là, je suis passé en mode, je parle tout seul dans le vide, c'est pas hyper plaisant, mais au moins je suis sûr que tout le monde peut avoir un bout de correction que vous pourrez utiliser après. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous gênent? Est-ce que ça va? Justine qui tape un truc, c'est le moment de vous interroger sur ce que vous n'avez pas compris. Ça a l'air d'aller pour Justine, Julie, ok. On va faire un truc tout bête là. Vous allez taper présent dans le chat histoire que j'ai une idée de ceux qui sont très loin de leur PC. Quand même qui se réveillent. Mais je serais pas étonné qu'il y ait beaucoup moins de présents que la liste qu'il y a dans le chat là, parce que. Si, quand même. Bon, ça me rassure. Euh, Donc on va repartir sur ce machin. Si c'est clair, vous avez bien pris toutes les notes qu'il fallait. Donc un sinus qu'on dessine en dernier tout le temps. On fixe une enveloppe qui est liée à l'échelon et à l'exponentielle.
Je mets l'exponentielle en symétrique plus et moins parce que le sinus il existe en plus et en moins. Et enfin, je multiplie le tout, donc j'ai un sinus qui va être perturbé. Et on revient à un truc tout bête. Cette forme-là, on la connaissait déjà. On l'avait anticipée, parce que comme je vous dis, on a une capacité qui est assez folle hein, quand on y pense. On est capable de résoudre des problèmes physiques juste parce qu'on expérimente assez le monde et qu'on a un cerveau qui est capable de faire comme ça ce qu'on appelle les inférences. Ce truc-là, juste en imaginant, mais on avait déjà dit, je sais que ça va osciller, je sais que ça va partir de zéro, je sais que ça va s'amortir dans le temps. Donc on avait déjà trouvé une solution très complexe à un système différentiel du second ordre avec un second membre, ainsi de suite, avec une expérience de pensée. Le boulot qu'on va faire à la suite, c'est de se dire, ben, si j'ai un autre problème physique qui est complètement différent, mais qui s'écrit de la même façon, ben, je sais que j'aurai le même type de solution avec les mêmes problématiques d'oscillation, d'amortissement, ainsi de suite. Euh, hop, on en était à la question, on a fait F et G un peu en même temps. Le seul truc que j'ai pas vraiment fait là-dedans, mais vous pourrez le faire, on va voir si on en a besoin, peut-être qu'on en aura besoin là, c'est remplacer les valeurs. Qu'est-ce que j'avais mis là? Non, c'était juste développer oméga, d'accord. Ouais, on va pas forcément y passer 15 ans. C'est juste que là, normalement, il faudrait remplacer oméga 0, enfin en fait oméga aussi. On a l'impression que je dis pas oméga. Oméga, zeta, je vois rien d'autre. Par les valeurs de nos problèmes, c'est-à-dire par la constante d'amortissement, la constante de raideur, la masse, et je connais rien d'autre. Pour réécrire une équation qui correspond vraiment aux données de notre problème. Ça, honnêtement, j'ai pas envie qu'on perde 15 ans à le faire parce que c'est beaucoup de recopiage pour pas grand-chose à en dire du point de vue de la physique. Donc je vous laisserai le faire pour avoir un truc propre. Donc dans l'expression y là, moi, ce qui m'intéressait plus, c'est qu'on fasse le lien entre la forme générale qu'on a trouvée et le dessin. On a fait F et G un peu en même temps, et on va pouvoir attaquer une nouvelle partie. C'est ça que je voulais regarder tout à l'heure, et j'ai oublié pourquoi je regardais mon agenda. On a... C'est qu'une heure cette séance-là? Non, c'est bien 1 heure et demie pourtant. On a jusqu'à 17 heures là, donc on va attaquer ça, on va essayer d'être efficace. Surtout moi, vu comment c'est parti. Hop, on va récupérer ce machin. Je ferais bien un bout d'équation caractéristique avec tout de suite, histoire de gagner du temps. Et je vais vous parler de l'astuce qu'on a juste après. Il y a deux façons pour aborder ces problèmes-là. Donc on va essayer de regarder ce qui nous gêne pour que ça ressemble au problème d'avant, surtout. Arthur qui me dit: «Je suis chez Clément», d'accord. Bam. On repart là-dessus. Mon boulot, encore une fois, oh là là, avec le lag qu'il y a, c'est vraiment une horreur à chaque fois ça. Plus le whiteboard est chargé, plus ça rame. On part d'un machin comme ça qui va nous parler beaucoup moins. C'est de l'électricité, ça fait appel à des électrons que vous avez jamais vus, sauf vraiment sur des charges, mais en fait, en vrai, c'est même pas les électrons qu'on voit quand vous voyez des étincelles, c'est des photons qui sont émis dans des conditions vraiment spéciales pour la physique. Heu, D'ailleurs, un électron, personne n'en a jamais vraiment vu parce que ça veut pas dire grand-chose du point de vue d'une image. Heu, Ce truc-là, vu qu'on l'a jamais vraiment expérimenté, vous n'avez pas fait beaucoup de mesures dans votre vie, si je vous pose un système RLC et que je vous dis, beh, dessinez-moi à quoi va ressembler le courant ou la charge ou la tension dans la capa en fonction du temps, là, c'est très difficile. Et le but, bah, ça va être de dire, oui, mais c'est pas grave, si je ramène ça à un système mécanique, peut-être que par analogie, je peux me dire, bon, ben, ça ressemble à un chariot accroché avec un ressort, un amortisseur, ainsi de suite. Et c'est pas facile de faire ces analogies-là, mais c'est le boulot qu'on va essayer de faire. On va partir de cette première équation-là. Et votre premier boulot, qui n'est pas forcément d'ailleurs sur les questions, mais je veux pas qu'on fasse les choses sans réfléchir. On est là pour ça. On va se poser la question d'où elle sort cette équation-là, d'après vous. Comment est-ce que vous feriez pour retrouver l'équation 4 de mon petit fascicule là? U de t, RI de t, ainsi de suite. Comment est-ce qu'on fait en élec pour avoir ça? Et c'est le point de départ de toutes les études d'électricité qu'on a faites ensemble, d'ailleurs. C'est ça, Marie? Ouais.
Loi des mailles, moi je connais que ça. Donc j'ai, une flèche de tension ici qui s'appelle U de T, qui est orientée de façon arbitraire comme ça et ça va définir beaucoup de choses. J'ai un courant d'ailleurs qui va dans le même sens, c'est la convention générateur. Et moi je dois dire que j'ai une tension ici qui va varier en fonction du temps, une tension ici qui va varier en fonction du temps et une dernière ici. Et il faut faire gaffe que, toutes les flèches soient dans le sens opposé à celle initiale. Dans d'autres mots, il faut que la flèche qui correspond vraiment au générateur, quand on part du début de cette flèche et qu'on arrive à la fin, beh, la somme des récepteurs qui sont la capa, la bobine et la résistance, la somme des 3 vecteurs là fasse le vecteur initial. Et comme ça, sur un truc qui ressemble presque à de la méca, on fait la loi des mailles qui dit U de T en fait est égal à la tension dans la résistance, la tension dans la bobine et la tension dans la capa. Si vous avez des petits restes du S2, ces formules-là, à un moment ou à un autre, vous avez dû les savoir parce que c'était dans le devoir. Je vais insister sur un truc que j'avais pu vous dire si vous m'avez eu en TD. La bobine et la capa font toujours des boulots opposés. Il y en a une qui stocke de l'énergie magnétique, l'autre de l'énergie électrique. C'est un peu comme l'énergie cinétique et l'énergie potentielle d'ailleurs. C'est jamais les deux en même temps. Et quand il y en a une, par exemple, qui fait une dérivée, l'autre fait une intégrale. Quand il y en a une, c'est L fois machin, l'autre, c'est 1 sur C fois machin, ainsi de suite. Et le but, bien souvent, c'est de trouver des conditions d'équilibre où le comportement d'une capa va compenser le comportement d'une bobine, j'étais à l'envers, ce qu'on va appeler une résonance, dont on va parler ensemble justement, parce qu'on a un système qui est résonant là. On pourrait démarrer là-dessus, mais on va essayer d'anticiper le boulot pour gagner au moins une étape de calcul. Qu'est-ce qui fait qu'on sait déjà d'avance que ce machin-là, si je le passe en Laplace, ça va pas ressembler tout à fait à ce qu'on avait avant? Il y a un truc qui est nouveau là-dedans, mais on va quand même essayer de regarder comment ça se passe en Laplace, mais vraiment rapidement. Il y a quoi de nouveau dans ce système, dans cette équation, par rapport à notre PFD d'avant? Qui va nous gêner parce que notre boulot, c'est de faire des analogies. Mathématiquement, est-ce que vous trouvez que ça ressemble au PFD qu'on avait avant? Avec essayer de taper des choses, même pas. Bah, je vais vous donner un bout de réponse tout de suite, hein. L'intégrale, si vous regardez le PFD initial, il n'y en avait pas du tout. Donc déjà, je sais que si je commence à passer ça en Laplace, j'aurai un truc qui va pas ressembler à ce que j'avais avant. C'est pas qu'on sait pas faire, la transformée de Laplace d'une intégrale, parce que ce truc-là, je vous ai donné la définition pour une fonction, générale, pas forcément un courant, mais ça marche toujours. On aurait un truc qui ressemblerait à du 1 sur P fois l'expression du courant. Donc en vrai, je sais travailler avec ça, mais si je commence à traîner du 1 sur P sur les polynômes qu'on a, sur les fonctions rationnelles de nos fonctions de transfert, je vais pas réussir à faire un truc qui va ressembler à ce que j'avais initialement et ça va être assez lourd à traîner. Donc il va falloir qu'on trouve une astuce que je vous donne directement dans l'énoncé. C'est que ben, un courant, c'est des charges qui se baladent en fonction du temps. Je crois que j'ai dû vous le donner ici, là. Un courant, c'est un nombre de charges par seconde, en fait, qui se baladent dans un fil. Donc ça, c'est l'expression d'une charge électrique. Et en fait, vous devez comprendre ça par... c'est un nombre d'électrons. Si je regarde un nombre d'électrons par seconde, ben, je retombe sur la définition d'un courant. On n'a plus qu'à essayer d'injecter ce machin dans notre problème et d'exprimer ça en fonction de la charge électrique et plus du courant électrique. Je vais directement vous donner la réponse parce que j'ai compris qu'aujourd'hui ça allait être compliqué d'avoir des interactions. Tant pis pour vous d'une certaine façon. À chaque fois que j'ai le courant, je remplace par sa dérivée. Et quand je fais la dérivée de la dérivée du courant, enfin la dérivée de la dérivée de la charge, mais je retrouve une dérivée seconde. Euh, et enfin, quand j'ai intégrale de dérivée, ben, je retrouve tout simplement la fonction initiale. Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter si je voulais être rigoureux mathématiquement? Et on va essayer de se... Ouais. Vous pouvez expliquer pourquoi du coup vous avez changé? Ça sert à quoi?
En gros, je vous ai dit, moi, mon boulot, ça va être de faire en sorte que ce machin-là, il ressemble à mon problème de méca d'avant. Dans le PFD qu'on avait initialement, il n'y avait pas d'intégrale. C'est aussi bête que ça. Il y avait que des dérivés secondes, vitesse, accélération. Si je commence à partir là-dessus, que je vais en la place, je sais déjà que ça ressemblera pas à mon problème de méca, parce que je vais me traîner un truc qui va ressembler à du 1 sur P dans ma fonction de transfert et j'aurai du mal à faire en sorte que les 2 se ressemblent. Donc j'utilise une astuce mathématique qui consiste à dire, je vais transformer mon problème pour qu'il ressemble à mon problème de méca et à ce moment-là, si j'utilise cette astuce-là, et on le voit, grâce à la transformation qu'on a maintenant, j'ai de la dérivée seconde, de la dérivée, de ma fonction et là, vous avez un truc qui est vraiment analogue au PFD qu'on avait initialement, donc je vais pouvoir utiliser les mêmes recettes de cuisine qu'avant. D'accord, merci. Donc ce truc-là, ça va être notre point de départ. On va pouvoir dire, il faut être vraiment, précautionneux par contre avec les mots parce qu'on n'a pas le droit de dire que ça correspond à un PFD, mais c'est analogue au PFD en termes d'équation. Ça jouerait le rôle de l'accélération, ça de la vitesse, ça de la position, ça c'est l'excitation, le coup de pied, vous vous rappelez? Vraiment, ça revient à ça. Hem, Si vous avez des restes du S2, il y a une autre façon de trouver exactement un truc comme ça qu'à cette tête-là. C'est d'écrire le problème, non pas en fonction du courant ici, mais en fonction de la tension dans la capa et mathématiquement, ça se justifie assez bien. La tension de la capa, elle dépend de la charge aussi. Donc j'aurais pu avoir une expression qui ressemble énormément à ça, mais avec du VC, dérivé au carré et dérivé tout court de V, de C, de T. Donc nous, on va bosser là-dessus, on va essayer d'avancer un peu. Je vais faire comme ça pour vous montrer. Exprimer. Je n'avais pas vu, c'est hyper moche ça, exprimer l'expression. Il y a encore des trucs que je laisse passer, ça doit faire 3 ans, ce truc est nouveau là. Déterminer l'expression de la tension U de P dans le domaine de la place en fonction de la charge. Donc c'est parti, ça c'est la question A. Une fois qu'on a fait, on a mâché un peu le boulot. Donc U de P dans le domaine de la place. U de P dans le domaine de la place. Je vous donne encore une chance de me donner des bouts de réponse. On va commencer par le truc de plus haut degré, donc peut-être plutôt L d carré de Q sur dt carré. Comment je passe ce machin-là en la place? Vous savez que normalement il faut faire terme par terme. On va commencer par le degré le plus haut. Qu'est-ce que je fais du L déjà? Allez, sauve-moi Marie. Alors, on regarde le L, c'est une constante, tout à fait. Qu'est-ce que je fais de d carré, enfin dérivée seconde de Q sur le temps passé en Laplace? Le L, on a dit, ça dégage. Je sais que je vais forcément avoir un truc qui va ressembler à ça, mais pour prendre en compte la dérivée seconde, qu'est-ce qu'il va falloir que je rajoute? En attendant que vous tapiez ça, moi je vais mettre les trous. Je sais que le R il sera impacté de la même façon. Le 1 sur C aussi, c'est une constante. Et on va remplir les trous. Qu'est-ce qu'il faut rajouter devant le L là pour prendre en compte la dérivée seconde? Il y a peut-être eu juste un loupé de frappe. C'est pas du Q carré, parce que c'est le paramètre de la place, mais c'est ça l'idée. Dérivée seconde, donc c'est du P carré qu'on va avoir ici. Dérivée d'ordre 1, P à la puissance 1, donc P tout court ici. Et dérivée d'ordre 0, d'une certaine façon, on pourrait très bien marquer ça, hein. C'est juste que c'est pour vérifier qu'on a bien compris le principe. Ça fait 1, donc en gros, c'est pour ça qu'on met pas de variable de Laplace quand il y a pas de dérivée, ça revient vraiment à ça. Et quand on commence à intégrer, c'est comme de faire une dérivée d'ordre -1, donc on a P à la puissance -1, -2, -3 en fonction du nombre d'intégrales. Étape suivante en principe quand on en arrive, là, c'est quoi? J'ai ce machin, je suis même pas obligé de regarder les questions. On va faire 2 choses qu'on fait à chaque fois. Si ça devient un automatisme, vous allez vraiment pouvoir avancer. C'est ça Marie, on va faire une identification.
des entrées et sorties. Et comme je vous l'ai dit peut-être plusieurs fois, à chaque équation, il y a une identification. L'entrée d'une équation, ça peut être la sortie d'une autre. Qu'est-ce qu'on va amener au problème et qu'est-ce que ça va être comme la réponse physique du problème sur notre problème? Là, qu'est-ce que j'amène? Qu'est-ce que ça me rend en gros? Et le schéma peut vous aider. Qu'est-ce que j'amène là-dedans et c'est quoi la réponse de la physique? Quantité d'électrons vers tension. Heu, pas de bol, il y avait une chance sur 2. A priori là-dedans, moi je peux pas injecter des électrons comme ça. Tout ce que je peux faire, c'est en entrée amener une tension. Ça va induire une espèce de force sur mon truc, en fait c'est une force électrique et ça va faire bouger les charges sous, l'impact du champ électrique que j'aurais créé. Donc ce que j'amène moi, c'est une tension et la conséquence, c'est un mouvement de charge. Donc a priori, on va plutôt marquer ici, U de P, ma tension, et en sortie, mouvement de charge. Il y a peut-être eu à louper. Je vois pas qui me dit ça. Justine, je vais peut-être louper un truc, hein. Ça devrait pas être LPQ plus RP carré. Bam bam. A priori, non. Je vais bien au bout de ton truc. Au lieu de LP carré, je pense pas, mais on va essayer de vérifier ça ensemble pour pas qu'il y ait de problème. On repart de. Alors, je vais redégager le chat ici. On repart de cette équation. À la base, il y avait que L qui était dérivé une fois, R n'était pas dérivé et C était intégré. Je remplace I par une dérivée. Ça veut dire que I ici est remplacé par une dérivée, j'ai bien une dérivée seconde associée à elle. J'ai une dérivée unique associée à I et j'ai une dérivée d'une intégrale, donc ma fonction tout court. Donc a priori les degrés sont bons, mais c'est bien qu'on se pose la question maintenant. Sur L, je veux du P carré, sur R, je veux du P tout court. Et sur C, je veux du P à la puissance 0, donc pas de P ici. Donc j'ai déjà eu le temps de zapper, je crois que c'était c'est Justine qui posait la question. A priori, on n'est pas trop mal. On a identifié entrée-sortie. Je vais vous épargner encore un aller-retour sur les questions-réponses. La prochaine étape qu'on fait habituellement, c'est une factorisation. Et on va essayer de mettre ça sous la forme. Euh, T'avais pas vu que l'ordre avait changé. Ouais, c'est ma faute. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On met le degré le plus haut en premier ici. C'était juste pour que ce soit plus joli tout de suite. On aurait pu le faire même avant. Euh, donc on fait une factorisation et on va mettre ça sous la forme. On a dit sortie, c'est les charges. Une fonction de transfert. Alors, je vais mettre un petit 2 ici, même si j'avais même pas mis de 1 avant, parce que je veux pas qu'on fasse de confusion avec les fonctions de transfert de la partie mécanique, multiplié par ma donnée d'entrée qui est la tension. J'avais commencé un bout de factorisation, donc en fait je vais mettre Q de P en facteur ici. Je vais partir du degré le plus haut qui est LP carré, du RP, du 1 sur P, du 1 sur C. Alors je ne remets pas P à la puissance 0, c'était vraiment pour illustrer. Et si je veux mettre les choses dans le bon sens, comme ça ressemblera plus à ce dont on est habitué. Ça n'a pas tout à fait la tête habituelle parce qu'on sait que c'est plutôt du 1 sur un polynôme qu'on a d'habitude. Ça peut vous aider d'ailleurs pour les identifications quand vous galérez. La charge va être égale à 1 sur tout ça, plus 1 sur C, fois ma donnée d'entrée qui est la tension. Je vérifie que j'ai pas oublié de petit en chemin. En termes d'unité, ça me plaît pas trop mal. RP, LP carré. On a un truc qui est déjà rangé du plus grand au plus petit en termes de degrés, donc on va être pas mal. Et on a identifié notre nouvelle fonction de transfert. N'hésitez pas à le remarquer si vous n'avez pas encore le vocabulaire. La fonction de transfert, c'est vraiment le système physique, et vous devez le comprendre comme tout ce qui ne dépend pas de l'entrée ou de la sortie, simplement. Les paramètres physiques. Donc sans surprise, ça ressemble à ce qu'on avait avant. C'est juste que l'identification va être un tout petit peu différente. Je vais reprendre un peu de côté pour que vous puissiez quand même le noter.
La suite, ça va être de donner l'expression. Ok, je vais même carrément le copier histoire de l'avoir. Hop. Et il faut que je surveille l'heure parce que il est déjà 53. On va essayer d'avancer le plus possible. Je suis pas sûr qu'on finisse parce que ça se trouve c'est notre dernière séance, mais vu la vitesse où ça progresse, je suis pas trop étonné. Il va falloir qu'on vérifie s'il y a plus de séance après. On va essayer de mettre ça sous la forme, je rentre pas dans tous les détails, hein, c'est exactement la même chose qu'avant. Donc du 1 sur p carré plus 2 zeta oméga 0 p, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure pour que ça puisse marcher, ça? Qu'est-ce qui nous gêne pour répondre à cette question? Comment est-ce qu'on fait cette identification? Il y a un truc qui doit vous gêner. C'est exactement le même problème qu'avant. On a L devant P carré, c'est ça. Ce L, il m'embête parce que moi, je ne l'ai pas en bas. Donc on va le dégager. Pouvoir bosser après. Donc pour enlever ce machin, ben, on va diviser par L partout. Je vais le faire comme ça pour pas le traîner en haut. Si je divise par L ici, ben, ça me fait plus que P carré, c'était le but. Du R sur L, ça me parle un petit peu. C'est surtout ce 1 sur LC qui va me parler beaucoup, parce que quand on commence à étudier les résonances sur les circuits LC, ce truc-là, il a vraiment beaucoup de sens. On va tout de suite faire une identification, c'est que le oméga 0 carré, il est égal à 1 sur LC. Voilà. Et donc, que le oméga 0, il est égal à plus ou moins racine. Je vais même me simplifier tout de suite un peu la vie. 1 sur racine de LC. On sait très bien que racine de 1, ça fait 1. Et on sait aussi normalement que j'ai le droit de découper ma racine sur une fraction. Le but c'était de trouver zeta, de trouver oméga 0 en fonction de tous nos trucs du problème. J'ai commencé un petit peu à mâcher le boulot. Et on va renoter que on va garder que la racine positive. Voilà. Qu'est-ce que on va pouvoir écrire d'autre comme relation? Sachant que là, j'ai trouvé un truc qui est vraiment hyper important, en prenant ça aussi en considération. Je vais le donner tout de suite parce qu'on va gagner. J'ai peur qu'on vraiment perde trop de temps. Par identification aussi, moi je sais que 2 zeta oméga 0 va être égal à R sur L. Le truc qu'on ne connaît pas là-dedans, c'est le zeta, qui va être égal à R sur L fois, je vais mettre le 2 tout de suite ici, 1 sur oméga 0. Le calcul doit vous faire fortement penser à ce qu'on a déjà fait avant. C'est normal, c'est une équation qui est vraiment de la même forme. 1 sur racine de LC ici. Et donc mon zeta, je vais pouvoir le simplifier. J'ai du R sur... j'ai fait une bêtise ici parce que ça me facilite pas le boulot. Je m'en rends compte que grâce à ça. C'était 1 sur oméga 0, donc la racine de LC, il va passer là-haut. Il y a eu un bout de réponse qui va bien. C'est encore Justine, c'est ça. Et arrivé ici, ce qui m'a bloqué, là où je me suis rendu compte que j'avais fait un petit oubli, je vais pouvoir simplifier par racine de L. Donc j'ai du racine de L fois racine de L ici, là. Et du racine de L là-haut, je vais pouvoir en barrer un. Et donc il va me rester du R sur 2 fois racine de C sur L, une fois que j'aurai tout mis en place. Voilà. On a trouvé notre racine positive ici, qui en fait correspond à la pulsation propre du système, la pulsation à vide. On a trouvé la constante d'amortissement qui dépend de façon assez logique en fait
La meilleure façon de faire un amortissement dans ce système, bah, c'est de mettre de la résistance, des pertes, en fait, pour pas que ça oscille. Et puis après, il y a d'autres composants qui apparaissent dedans. Et là, c'est un peu plus délicat intuitivement de se dire, bah, si j'augmente L, je sais que ça va plus osciller. Si j'augmente C, ça va moins osciller, ainsi de suite. Ça, il faut vraiment avoir l'équation sous les yeux pour pouvoir s'en rendre compte si on n'a pas le recul physique. On jette vite fait un œil aux questions qui restent pour voir s'il y a des trucs vraiment sur lesquels vous allez être bloqué si vous ne les avez pas. Parce que là, je ne serais pas étonné du tout que ce soit notre dernier TD. Je vérifierai après. Il y a une bêtise là, décidément. Ou alors c'est que c'est pas la bonne version que j'ai ouvert là et que j'ai dû vous distribuer cette année. Le zeta là, il faut qu'il soit plus grand que 1, donc vous allez pouvoir le noter chez vous. Sinon après j'ai un truc négatif et je vais avoir quelque chose qui s'amortit pas. Donc dans le cas où zeta est plus grand que 1, en fait le but c'est de se ramener à ce qu'on avait avant. Et l'expression temporelle de i, ben, on va faire le même cheminement d'idées que ce qu'on a. On a encore 1 heure. Ben, ça m'arrange plutôt parce que là on était plus que short là. Donc ce qu'on va faire c'est que on va pouvoir s'arrêter ici. Notez bien quand même ici, le zeta il est plus grand que 1 ici. Et exprimer l'expression, vous allez pouvoir marquer déterminé, c'est très très moche ici. Je devais être bien en forme quand je l'ai fait ce machin. On finira là-dessus, on finira. Même mon boulot normalement chaque année, c'est qu'on ait un petit peu de temps pour qu'on fasse un peu de révision sur chaque groupe. Mais on n'est pas en avance encore, je vous ai enlevé des trucs pour cette année. Mais tant pis. On s'arrête là. Je sais pas si c'est vous. Il y en a que je retrouve demain, peut-être matin.